Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il sera beaucoup question de transfrontaliers dans l'émission d'aujourd'hui, mais pas seulement. Voici les titres du JT. Un menu étoilé pour 250 collégiens. Les demi-pensionnaires du Himmelsberg à Sarreguemines ont goûté la cuisine du chef du Saint-Walfried, Stéphane Schneider. C'était leur récompense pour avoir décroché le 2e prix du concours départemental Ma cantine durable sans gaspille. L'école de Binin renoue avec son passé et écrit son avenir. Exposition d'anciennes photos de classe, reconstitution d'une ancienne salle de cours, changement de nom. Les écoles maternelles et élémentaires de Binin ont participé aux Journées du patrimoine. Et pour les Journées européennes du patrimoine, le Crédit Mutuel Rive Droite de Sarreguemines a proposé un circuit avec les communes du Val-de-Blise. L'occasion de découvrir le patrimoine de cette vallée avec des ateliers, des animations ou encore des spectacles. Suite à l'arrivée de son nouveau chef de corps, le 16e bataillon de chasseurs à pied a invité les élus et les principaux interlocuteurs des institutions civiles à une visite du quartier de Riant. L'accessibilité et l'attractivité du territoire étaient au cœur des échanges. Vita Futura, c'est le nom de l'association franco-allemande nouvellement créée pour gérer le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. La création de cette association a été facilitée par le traité d'Aix-la-Chapelle signé en 2019. Bliesbrück-Rheinheim est le premier site à bénéficier d'une telle gestion franco-allemande. Et le franco-allemand, on en parlera aussi sous le prisme de la santé. Ce sera avec le président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, Gilbert Chu. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Je vous proposerai dans quelques minutes de revenir sur la 2e édition de la Journée de la santé. Et puis côté santé, un magazine de l'Agence de la biomédecine vous permettra de tout savoir sur le don d'ovocytes. On s'intéresse d'abord à la gastronomie version anti-gaspi. Un menu étoilé a été cuisiné pour les 250 collégiens du Himmelsberg. L'établissement sarregueminois a décroché le 2e prix du concours départemental Ma cantine durable sans gaspille. Le chef Stéphane Schneider de l'auberge Saint-Walfried s'est associé à l'équipe de la cantine pour ce repas particulier. Reportage de Thibaut Desmarlés. Le collège du Himmelsberg s'est hissé à la 2e place du concours du département de la Moselle, Ma cantine durable sans gaspille. Les efforts des élèves demi-pensionnaires et les actions des 5e de l'année dernière ont été récompensés. Le but de cette opération était de réduire le gaspillage alimentaire et de promouvoir une alimentation durable. Les élèves ont élaboré avec l'équipe de la cantine des menus équilibrés en privilégiant les produits bio et locaux. C'est une prise de conscience pour certains. Un élève ne se rend pas compte combien il gaspille, mais à la fin, quand il y a 200 élèves qui gaspillent, ça fait beaucoup quand même. Mais c'est vrai que maintenant, depuis le projet, avec ma mère, ma famille et tout, on fait beaucoup plus attention. Mais oui, voilà, ça nous a fait prendre conscience du gaspillage. L'établissement est labellisé Développement durable. Pour le 2e prix de l'édition 2022, la cantine du collège a reçu une dotation de 900 €. Mais aussi une intervention du chef étoilé Stéphane Schneider de l'auberge Saint-Walfried aux côtés de l'équipe pour un menu particulier. Nous, on est très heureux, très honorés aussi d'accueillir effectivement le chef étoilé, M. Schneider, qui a accepté l'intervention dans un milieu qui est différent du sien, parce qu'on est dans une restauration collective, on a les publics qui sont les élèves. Stéphane Schneider est un défenseur des produits locaux et c'est un menu fait maison avec un maximum de produits du terroir. Crème de courge et burger étaient à la carte. L'anti-gaspi est d'une grande importance pour lui. Écoutez, c'est une bonne chose et ça tient du bon sens. Je veux dire, nos grands-mères économisaient partout où elles pouvaient. On essaye de suivre leur chemin avant qu'il soit trop tard. L'établissement souhaite inscrire cette politique dans la durée. Il la faisait déjà en interne avant la participation au concours. Les écoles de Binin sont, elles, tournées vers le développement durable. Elles ont aussi participé aux Journées européennes du patrimoine. Une exposition d'anciennes photos de classe a été organisée en parallèle d'une inauguration. Les écoles maternelles et élémentaires ont changé de nom. Comment s'appellent-elles et pourquoi ce changement de nom? Les explications dans ce reportage de David Aurès. Rouge et bleu. Voici les noms des 2 écoles de Binin, maternelle et élémentaire, inaugurées en décembre 2000. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, elles ont changé de nom. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Après quelques discours et les chants des enfants, les nouvelles plaques ont été révélées. L'école bleue devient l'école élémentaire Les 4 saisons et l'école rouge l'école maternelle Les Coccinelles.
C'est un rapport avec la nature, comme on est en partenariat avec la grange au paysage. Les écoles, elles sont toutes amenées à faire de la culture. Les élèves sont sensibilisés à l'environnement puisque l'école de Bina est un établissement en démarche de développement durable, alias E3D. En parallèle de l'inauguration, une exposition d'anciennes photos de classe et la reconstitution d'une ancienne salle de cours. Le thème est l'histoire de l'école de Bina, une initiative de Léon Meyer, assisté par les parents d'élèves et le personnel enseignant. Les premiers documents que j'ai retrouvés concernant des enseignants remontent à 1730 à peu près. J'ai essayé de reconstituer un petit peu toute cette histoire. L'école, c'est vraiment le pilier du patrimoine, si je peux dire. Né à Bina, Léon Meyer était élève dans cette école avant d'y enseigner en 1973 et d'en devenir directeur en 1997. Retraité depuis 2003, soit 30 ans de carrière à Bina, il invite aujourd'hui le public à voyager dans le temps. Des photos de 1901 pour la plus ancienne, à nos jours. Il y a des portes qui s'ouvrent, des lumières qui s'allument, des souvenirs qui remontent, qui ressurgissent. Ah, tu vois si, mais tu te rappelles. Bon, effectivement, et puis ça part, c'est fantastique. Je suis quand même très surpris et fier en même temps de la réponse des Binageois, ce qui montre qu'ils sont très portés sur ce qu'on leur propose, sur le patrimoine de leur village. Un esprit de clocher est ravivé grâce aux Journées européennes du patrimoine. Léon Meyer pense déjà à la suite, l'histoire des casernes de Bina ou celle des fontaines. Rendez-vous l'année prochaine pour le découvrir. Tout le Val de Blize aussi s'est animé durant les Journées du patrimoine. Pour concocter un programme varié pour les visiteurs, plusieurs acteurs se sont associés, le Crédit Mutuel Sarreguemines Rive Droite, les communes et les associations. Dans chaque village de la vallée de la Blize, animations, conférences ou encore spectacles étaient proposés et un circuit était tracé pour les randonneurs. Reportage de Thibaut Desmerlet. Les ruines du château de Frauenberg revivent pour les Journées du patrimoine. L'Association pour la sauvegarde du château et du patrimoine de Frauenberg a monté plusieurs tentes à l'ombre de la tour pour proposer plusieurs animations médiévales aux visiteurs. Ils ont notamment pu s'essayer au tir à l'arbalète. Frauenberg n'est pas la seule commune concernée, mais bien toute la vallée de la Blize, de Bliesbruck jusqu'au moulin de la Blize à Sarreguemines. Dans chaque village, comme ici à Blize-Schweyen, animations, spectacles, expositions, visites ou encore conférences étaient organisés pour découvrir le patrimoine et les acteurs locaux. Ce circuit pouvait se faire en randonnée. L'idée est partie du Crédit Mutuel Sarreguemines Rive Droite. Dans le but de redynamiser, de recréer de l'activité et surtout de créer du lien et de favoriser la connaissance des gens entre eux, puisque beaucoup d'associations travaillent seules dans leur coin et ne connaissent même pas vraiment les autres associations qui agissent à 2 km ou à 500 mètres de chez eux. Une quinzaine d'associations étaient présentes dans tout le Val de Blize. À l'Arboretum de Blize-Schweyen, plusieurs stands étaient sur place, comme celui de la Ligue de protection des oiseaux ou celui de Monsieur Cigogne, Dominique Klein. Le facteur farfelu, Laurent Bartel, est aussi intervenu pour un petit sketch. Par une journée d'hiver, l'écureuil écrivit une lettre à la fourmi. Bien chère fourmi. Chère fourmi, 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 chère fourmi, 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 bien chère fourmi, chère fourmi, bien chère fourmi, chère fourmi, bien chère fourmi, fourmi, fourmi. Parlons maintenant d'une visite qui s'est déroulée à Bitche, mais qui n'était pas dans le cadre des Journées du patrimoine. Le 16e bataillon de chasseurs à pied a reçu une poignée d'élus du territoire le temps d'une matinée. Un rendez-vous habituel après l'arrivée d'un nouveau chef de corps. Le colonel Benoît Crissement, qui a pris ses fonctions le 5 juillet dernier, a présenté le bataillon d'acier, son identité, mais aussi ses attentes et ses besoins. Emilia Zell et David Aurès ont assisté à la rencontre. Bienvenue au 16e BCP. Le temps d'une matinée, élus et représentants de différentes institutions ont été invités au poste du commandement du quartier Drian pour un temps d'échange. Bitche, Aspelshit, Lemberg, Montbronn-Mouterrouze, Robwiller, Schweyen, Sturzelbronn, mais aussi l'ONF et les sapeurs-pompiers, les principaux interlocuteurs du bataillon d'acier ont répondu présents. Après un bref retour sur l'histoire du bataillon, une présentation animée par le colonel Benoît Crissement s'est tenue dans la salle d'honneur. À vous présenter un petit peu les caractéristiques du bataillon et voilà et dans la continuité de cette présentation du bataillon, un petit peu les problématiques auxquelles moi je suis confronté. Parmi les problématiques évoquées, le chef de corps a insisté sur l'enclavement et l'attractivité du territoire.
Beach n'étant pas forcément très connu et d'un accès parfois un petit peu difficile, et les conditions de vie pour le jeune chasseur dont les activités divertissement ne sont pas toujours forcément adaptées dans son environnement immédiat sur la ville de Beach. Dans quelle mesure effectivement, avec l'appui des représentants de l'État, avec l'appui des associations, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les conditions de vie en fait de nos chasseurs? Au niveau de la jeunesse, il disait on y répond déjà mais on peut mieux faire. Donc ça, au niveau de la PMI, de tout ce qui est jeunesse au niveau du département, on va y travailler. Après, pour les soldats de rang, effectivement, il va falloir travailler dans d'autres sphères peut-être. On va co-travailler avec d'autres structures. On va définir des pistes de travail. C'est un premier pas. Pas de solution immédiate. L'enjeu pour le colonel Benoît Crissement est d'attirer et fidéliser de nouvelles recrues. Le bataillon d'Acier compte environ 1100 chasseurs. La moyenne d'âge des militaires du rang est de 25 ans et la moyenne globale de 27 ans. Un bataillon jeune. 4,4% de l'effectif du 16e BCP sont des femmes, contre 10% en moyenne dans l'armée de terre. Mon objectif à court terme, c'est de renforcer la cohésion d'ensemble du corps que je commande pour développer ce qu'on appelle les forces morales, puisque c'est ce dont on a besoin quand on part au combat. Mais plus largement, effectivement, c'est de pouvoir rayonner en dehors du cadre strict du bataillon pour développer ce lien armée-nation, pour faire vivre l'esprit de défense au sein de notre nation et pour tout simplement attirer de jeunes Français à venir servir dans nos rangs. Cette rencontre permet au chef de corps de consolider les liens entre le bataillon et son environnement local, mais aussi d'afficher sa politique et ses objectifs. Après la présentation, direction le bus pour une visite du quartier et du camp de Beach, de ses infrastructures aussi bien sportives qu'administratives. Une première prise de contact pour les 2 années de commandement du colonel Benoît Crissement. Et chaque année, le 16e bataillon de chasseurs à pied organise aussi une journée d'accueil des familles. L'objectif, permettre à l'ensemble des familles de militaires qui travaillent sur la garnison de connaître l'offre de services du bataillon. Foot, rugby, boxe, centre équestre, mais aussi apiculture. D'un côté, les clubs artistiques et sportifs de la défense et de l'autre, ceux du milieu associatif local. Le colonel Benoît Crissement profite aussi de cette journée pour connaître les attentes et les besoins des familles. On l'écoute. Le but, c'est aussi d'échanger sur les préoccupations de ces familles, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les conditions de vie de nos familles. Voilà, avec un projet qui me tient à cœur, effectivement, c'est le développement de l'offre d'accueil en périscolaire, puisque de par notre métier, nos chasseurs, nos cadres sont souvent amenés à travailler sur des horaires atypiques, à s'absenter régulièrement sur des séquences de préparation opérationnelle ou d'engagement opérationnel, et que l'accueil en périscolaire constitue parfois une vraie difficulté pour les épouses et qui constitue parfois un frein à la disponibilité de nos chasseurs. Et donc tout ce qui contribuera à développer cette offre-là, une offre ciblée, permettra à mon sens de faire en sorte que nos chasseurs soient plus sereins dans l'exercice de leurs fonctions et permettra finalement aux familles d'être plus épanouies, de s'enraciner plus durablement dans le paysage local. C'est un projet unique qui voit le jour entre Bliesbruck et Rheinheim. Une association vient d'être créée pour gérer le parc archéologique européen situé sur la frontière entre la France et l'Allemagne. Les élus se sont réunis pour l'Assemblée générale constitutive. Reportage de Marie-Morgane Pires. 30 ans après son ouverture, c'est un tournant pour le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. De par son positionnement entre le village de Bliesbruck en France et Rheinheim, annexe de Gersheim en Allemagne, le site a toujours eu un aspect transfrontalier très fort. Ce lien va être renforcé avec la création d'une nouvelle association, Vita Futura. Il y avait une gestion en France, il y avait une gestion en Allemagne et elles ne se retrouvaient pas. Les promotions étaient différentes, les entrées étaient différentes. Vous rentriez d'un côté sur le site, c'était gratuit, vous rentriez sur l'autre, il fallait payer. Voilà, il y avait quelques exemples comme cela où maintenant on a capacité au titre de l'association d'harmoniser notre gestion et ensuite d'identifier des personnels qui pourront assumer la responsabilité de l'animation, de la promotion, de la communication, de la pédagogie, des deux côtés. Et puis, l'objectif aussi, c'est qu'il y ait la pratique de la langue du voisin. Et là, le voisin, il est juste à côté. La création de cette association a été facilitée grâce au traité d'Aix-la-Chapelle, signé en 2019. Il accompagne notamment la mise en place de projets de coopération franco-allemande. Le parc archéologique est le premier site à bénéficier d'une telle gestion. Le président de l'association est Patrick Weiten. Dans 16 mois, il laissera sa place à son confrère allemand Théophile Gallo.
Nous avons saisi l'opportunité qui nous était donnée par le traité d'Aix-la-Chapelle de créer une structure commune ici, à Bliesbrück-Rheinheim, dans un espace international. Il nous permettra, grâce aux expériences que nous avons déjà faites ici, d'aborder toutes les thématiques et nous pourrons encore mieux travailler ensemble dans cette nouvelle association. Parmi les autres membres de l'association, on retrouve la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, le Land de Sarre et les communes de Bliesbruck et Gersheim. Ils vont travailler ensemble pour bâtir une stratégie précise qui sera mise en place en 2023. Les élus français et allemands pensent déjà notamment à la prochaine édition de l'événement Vita Romana. Alors Gilles Berchu, moi je vais vous demander dans quelques instants de parler de santé en tant que président de l'Eurodistrict, mais je voudrais profiter aussi de votre présence ici aujourd'hui pour vous faire réagir à ce dernier reportage en tant que vice-président du département de la Moselle, délégué aux relations internationales et aux transfrontaliers. La création de cette association Vita Futura, c'est une évolution qui était attendue depuis longtemps, on va dire, au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Et moi il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que à l'occasion du point presse qui était consacré à cette nouveauté, cette création de cette association, il n'a à aucun moment été question de fouilles ni de recherche. Alors, est-ce à dire qu'au niveau du département, on estime que ce n'est, entre guillemets, qu'un site touristique ? Non, pas du tout, bien sûr. Non, là, la journée de la mise en œuvre de cette association, c'était un moment symbolique. C'est la première fois où nous avons créé en Moselle et en Sarre une association de gestion d'un site touristique, mais aussi d'un site archéologique et d'un site culturel qui a vocation à devenir un exemple pour d'autres associations ou d'autres institutions qui veulent créer et développer un service public par-delà la frontière. De ce point de vue-là, il y avait ce côté original et ce côté unique. Ensuite, c'est vrai que cette association va avant tout maintenant se préoccuper de communication commune, de sites internet, de billetterie, d'une entrée unique, bien sûr, d'un restaurant unique, d'un accueil unique, pour qu'on ait le sentiment que c'est un seul site et pas deux, même si c'est de part et d'autre de la frontière. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt cet aspect-là des choses qui est prévu, l'aspect communication, l'aspect pratique. Dans un deuxième temps, bien sûr, on ira, si vous voulez, dans le dur, qui va être également la gestion du personnel, la gestion des investissements. Et quand on parlera d'investissement, bien sûr, on parlera de fouilles, de construction, etc. Mais ça sera dans un deuxième temps. Là, c'était la première phase de l'intégration. La deuxième phase concernera bien sûr également ensuite les investissements et le fond du travail finalement d'un site archéologique comme celui-ci. Donc ce n'est pas une fin en soi, les fouilles devraient reprendre et tant mieux parce qu'a priori il devrait y avoir encore beaucoup de choses à découvrir sur ce site. En tout cas avec Vita Futura, l'avenir de Bliesbruck-Rheinheim s'écrira en 2 langues mais pour parler d'une seule voix, n'est-ce pas? Oui. Eh bien nous dans un instant on parle de santé, ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le ciel est clair en début de journée. Quelques nuages prennent place en cours de journée mais laissent passer de larges trouées ensoleillées. Le thermomètre continue sa chute et indique 5 degrés le matin, 18 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Mathieu. Le soleil se lève à 7h20 et se couche à 19h36. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 23 septembre, venez assister au concert de Zizal dans la salle des fêtes de Montbronne. Klezmer, jazz et musique classique se mélangent à la créativité et aux improvisations des musiciens. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. À l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu, découvrez la guerre d'Algérie dans une exposition à travers photos, uniformes d'époque et documents historiques. Rendez-vous à l'espace Cassin du 24 septembre au 2 octobre. Entrée libre. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-les-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique.
les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Envie de vacances au cœur de la nature? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto? Et la musique alors? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Je m'appelle Anthony Tarion, je suis chez Veoliao Sarreguemines depuis 2010, donc j'ai 12 ans d'ancienneté, dont 6 années d'expérience dans le domaine de la recherche de fuites. L'eau est précieuse, on a tout intérêt à localiser rapidement les fuites et les réparer dans la foulée. On est 4 agents dans le service, donc on est chacun équipé de matériel acoustique, ce qui nous permet d'écouter les conduits d'eau directement grâce aux bouches à clé. Donc il y a une tige de vanne à l'intérieur. Et chaque vanne est un point de connexion avec le réseau. On ne devient pas chercheur de fuite du jour au lendemain. Il faut que l'oreille s'y habitue. Un réseau fonte acier est très conducteur pour le bruit. Donc s'il y a une fuite qu'on détecte, on va pouvoir l'entendre à 100-200 mètres. Alors que sur un réseau PVC, le matériau amortit tellement que si on loupe 2-3 vannes de branchement, on passe sur la fuite sans même l'entendre. C'est comme si on était un détective, on sait qu'il y a des réseaux fuyards et notre but c'est de trouver la fuite et souvent c'est des casse-têtes et on est fiers de trouver la fuite. L'invité du jour, vous l'avez déjà vu, c'est Gilles Berchu et cette fois il intervient en tant que président de l'Eurodistrict. La journée de la santé, c'est un événement que l'Eurodistrict avait initié l'an dernier. Alors l'an dernier, ça s'était déroulé au centre de communication de la Smart, à Ambach. Cette fois, les acteurs du sanitaire transfrontalier se sont réunis au centre des congrès du Burghof, à Forbach. Est-ce que c'est important de se réunir chaque année? Est-ce que les intervenants, les participants sont les mêmes tous les ans? C'est important de se réunir, bien sûr. C'était dans le cadre du projet GECO, européen Gesundheitskooperation, que nous avions initié ces rendez-vous. Là, c'était le deuxième. Je pense même qu'après GECO, on fera encore des réunions comme cela de points, pour faire le point. Et on s'est rendu compte que nous avons plus d'invités, plus de personnes ont répondu à nos invitations. Et je pense que le tour de table s'est renforcé. Alors vous l'avez dit, tout ça, ça s'inscrit dans le cadre du projet GECO Sarre-Moselle, structuration de la coopération sanitaire sur le territoire Sarre-Moselle, dans lequel est engagé l'Eurodistrict depuis 2020. Vous allez avoir l'occasion de nous en parler encore plus en détail, mais je vous propose qu'on montre d'abord aux téléspectateurs le film explicatif qu'a fait réaliser l'Eurodistrict. L'eau, la nature et l'industrie. 3 éléments qui caractérisent ce territoire transfrontalier entre la France et l'Allemagne. De la Moselle-Est à l'aire urbaine de Saarbrück, cette agglomération dynamique compte plus de 600 000 habitants. Ici, on vit, on travaille et on se déplace sans frontières. Ici, c'est l'Europe du quotidien. Ici, c'est l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Aber im Bereich Gesundheit bleibt der Austausch nach wie vor bescheiden und es gibt nur wenige grenzübergreifende Kooperationen. Seit 2008 ermöglicht es die grenzüberschreitende Krankenpflegeausbildung Krankenpflegeschülern aus Saargemünd nach ihrem Abschluss sowohl in Frankreich als auch in Deutschland tätig zu sein. Seit 2013 werden Herzinfarktpatienten aus Moselle-Est im Krankenhaus Völklingen behandelt, was einen Zeitvorteil darstellt und somit Leben rettet. Zuletzt bietet die Mosar-Vereinbarung einen Rahmen für die Entwicklung neuer Kooperationen. Dans ce cadre, et avec la volonté d'améliorer l'accès aux soins pour les populations frontalières,
l'Eurodistrict Sarre-Moselle et ses partenaires œuvrent à amplifier les initiatives existantes et en développer de nouvelles grâce au projet GECO, ou Gesundheitskooperation, coopération sanitaire. Ce projet a plusieurs objectifs. Informer le public quant aux possibilités de soins transfrontaliers, faciliter les échanges entre hôpitaux et caisses d'assurance maladie français et allemands, interconnecter les services d'urgence des deux versants pour intervenir au plus vite, créer de nouvelles coopérations pour une offre de soins plus large au bénéfice de tous. Daher ist es den lokalen Mandatsträgern und Gesundheitspartnern ein Anliegen, die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu strukturieren, um effizienter auf die Bedürfnisse eingehen und schneller im Krisenfall reagieren zu können. Eine Verstärkung der Beziehungen im Alltag bedeutet auch, sich effektiver den Ausnahmesituationen wie Gesundheitskrisen zu stellen. Weil die Akteure vor Ort seit langem zusammenarbeiten, konnten wir gemeinsam eine Pandemie bewältigen, die keine Grenzen kennt. Insbesondere durch die Organisation des Transfers von Covid-Patienten, die Unterstützung bei der Einrichtung des Testzentrums an der Goldenen Brem im März 2021 und die Testung von über 200.000 Personen in den ersten 6 Betriebsmonaten, um den Grenzgängern den Zugang zu ihrem Arbeitsplatz trotz der Auflagen an den Grenzen zu ermöglichen. C'est donc en structurant sur le long terme la coopération sanitaire qu'ensemble, nous atteindrons l'objectif d'un territoire de santé sans frontières. Ce projet est rendu possible grâce au soutien de l'Union européenne, ainsi qu'une vingtaine de partenaires de part et d'autre de la frontière. Alors structuré sur le long terme, c'est une affaire de longue haleine. Pour le moment, c'est clairement dit dans ce film de communication, du point de vue santé, les échanges restent modestes. Et effectivement, c'est frustrant quelque part, on voudrait que ça avance beaucoup plus vite et on n'est pas forcément conscient des avancées. Alors moi, j'aimerais bien savoir concrètement qu'est-ce qui a bougé depuis l'an dernier où vous étiez là sur ce plateau pour faire le point. Qu'est-ce qu'on a comme avancée concrète ? Alors, dans le cadre du projet GECO, on a avancé surtout dans la numérisation des échanges entre les hôpitaux et les caisses. C'est assez technique, mais c'était nécessaire. On a mis en place un point contact pour les citoyens où ils peuvent appeler, se renseigner, envoyer des mails pour avoir des informations sur la coopération sanitaire transfrontalière. On a mis en œuvre aussi l'interopérabilité entre le 15 et les services homologues sarrois. Ça a bien avancé. Et puis, comme montré dans le reportage, ce qui a été le plus remarqué, c'est bien sûr le centre de test transfrontalier de la Brème d'Or, qui a traité, non pas 200 000, comme il est dit dans le reportage, parce qu'il date un peu, mais 500 000. Sur les 6 premiers mois voilà, ou quelque chose comme ça. Mais plus de 500 000. Alors, lors de la journée de la santé, il y a des intervenants aussi qui viennent d'autres territoires transfrontaliers. Ils sont venus, ils ont exposé leurs projets, ils ont exposé aussi leurs réalisations. Est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce qu'il y a des choses qui sont applicables telles quelles, ou bien les territoires sont tellement différents et parfois entre deux pays autres que France et Allemagne, qui font que les modèles ne sont pas exportables? Est-ce qu'on peut exporter des choses ou est-ce qu'il faut réinventer? Alors on peut bien sûr, on peut considérer ce qui se fait ailleurs pour s'en inspirer. C'était le but de la journée aussi. C'est-à-dire que des Belges, des Allemands, des Autrichiens, des Slovaques et des Espagnols sont venus nous voir pour nous montrer leur réalisation. C'était une source d'inspiration pour nous, mais ce que nous faisons, c'était aussi une source d'inspiration pour eux. Quels sont les plus gros obstacles que vous rencontrez? Ou si on avait un à citer, c'est quoi? C'est l'administration, le millefeuille différent côté français et allemand ou... Cette année, nous avions dans le tour de table le directeur général adjoint de l'ARS, nous avions le représentant de la région Grand Est, le département de la Moselle, le Land de Sarre, les représentants des caisses, les représentants des intercommunalités membres de l'Eurodistrict. Ça fait quand même du monde, beaucoup de praticiens, des praticiens de médecine de ville, mais aussi des praticiens hospitaliers. Donc j'ai quand même senti qu'il y avait un gros soutien, disons, à tous les niveaux des intervenants. Et je pense que ça va nous profiter pour l'avenir. Donc il n'y a plus qu'à. Le prochain gros dossier sur lequel vous allez travailler ou sur lequel vous êtes en train de travailler au niveau GECO, c'est quoi? Alors c'est la poursuite de GECO.
Gecko va s'arrêter cette année. Et donc les sources de financement de l'Union européenne aussi vont se tarir. Maintenant, il nous reste à structurer la coopération médicale, c'est-à-dire de donner un corps, un endroit, une structure auquel les praticiens peuvent s'adresser, mais aussi les citoyens et les élus. Donc ça, c'est la prochaine étape. Ensuite, nous voulons mettre en œuvre, j'espère assez rapidement maintenant, le principe du corridor de santé, dont nous avions déjà parlé l'an dernier, qui a considérablement avancé, et ça permettrait donc à nos citoyens sarrois et mosellans de l'Eurodistrict de se faire soigner de part et d'autre de la frontière pour toutes les pathologies, et quelle que soit la caisse à laquelle ils émargent. Oui, et en étant remboursés. En tout cas, on a hâte de voir et de vivre tout ça. À bientôt, j'espère, pour nous annoncer ces bonnes nouvelles du côté de la santé. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous, on va continuer sur le thème de la santé. La nouvelle loi relative à la bioéthique introduit d'importants changements concernant l'assistance à la procréation médicalement assistée. On va faire le point cette semaine à travers 3 magazines qui vous sont proposés par l'Agence de la biomédecine qui relève du ministère des Solidarités et de la Santé. Le premier numéro, aujourd'hui, est consacré aux dons d'ovocytes. Bonjour, au sommaire de ce Maginfo, nous en saurons plus sur le don d'ovocytes avec l'éclairage de notre expert, le docteur Claire de Vienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. Nous écouterons aussi le témoignage de Reine qui nous dira pourquoi elle a donné ses ovocytes. Enfin, nous répondrons aux principales questions que vous vous posez sur ce don. En 2021, près de 900 femmes ont fait un don d'ovocytes. Alors, le don d'ovocytes, comment ça marche? Qu'est-ce que le don de gamètes? Les explications du docteur Claire de Vienne. Le don de gamètes, c'est la seule possibilité pour des milliers de personnes d'avoir un jour un enfant. Parce qu'une gamète, c'est quoi? C'est un spermatozoïde pour l'homme, un ovocyte pour la femme. Et pour fabriquer un embryon, il faut la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Or, il y a des femmes qui n'ont pas assez d'ovocytes, ou leurs ovocytes ne fonctionnent plus, et donc elles ont besoin des ovocytes d'une femme qui va les donner. Alors, donner ces ovocytes, ça se fait en 5 étapes. La première, c'est recevoir des informations. Ensuite, c'est faire tout le bilan médical, rencontrer un psychologue. Et le don lui-même, c'est une dizaine de jours de traitement, suivi du recueil des ovocytes. Et ça, c'est une demi-journée à l'hôpital. Reine est une jeune maman d'un petit garçon. Elle a récemment donné ses ovocytes. Elle nous explique les raisons qui l'ont conduit à effectuer ce geste solidaire. J'ai été sensibilisée au don suite à mon rendez-vous que j'ai eu à l'hôpital quand j'étais enceinte. Donc j'ai vu une affiche avec des personnes afrodescendantes. Sur l'affiche, il y avait écrit « Donnez vos ovocytes » ou « Donnez vos spermatozoïdes ». Ma première pensée quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit « Ah, donc ça existe des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement ». Et j'ai vu directement ma gynéco et je lui ai demandé quelles sont les modalités pour pouvoir donner. Donc après la stimulation ovarienne, la ponction s'est très bien passée. J'ai pu sortir le jour même. J'ai pas eu de complications justement. Et aujourd'hui, je vais très bien. J'ai pu reprendre mon cycle menstruel normalement. Et je souhaite avoir d'autres enfants. Donc ce n'est pas un frein à avoir d'autres enfants. Avant de commencer la stimulation ovarienne, j'en ai parlé à mes proches. J'en ai parlé à ma famille, mes amis, même mes collègues. Et vraiment, personne ne savait c'était quoi le don d'ovocytes. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler. Et j'ai pu justement les éduquer, entre guillemets, pour qu'ils sachent c'est quoi le don d'ovocytes. Et j'ai 2 amis qui ont justement décidé, suite à mon don, à se lancer dans l'aventure de donner ovocytes. En conclusion, j'aimerais dire aux personnes de ma communauté qu'il faut en parler. On n'est pas forcément pour ou contre le don, c'est pas ça la question, il faut juste échanger là-dessus. Mais encore plus quand j'ai su qu'il y avait des afrodescendantes et des asiatiques qui attendaient beaucoup plus que les autres pour avoir un don d'ovocytes. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer, il faut en parler et découvrir que d'autres personnes peuvent être dans le besoin, c'est comme le don du sang ou d'autres dons. Il faut penser aux autres. On entend certaines informations contradictoires sur le don d'ovocytes. Ce micro-trottoir est donc l'occasion pour le docteur de Vienne de répondre à vos interrogations. Si je donne mes ovocytes, est-ce que cela aura un impact sur ma fertilité après ? Par exemple, est-ce que cela peut réduire mes chances d'avoir un enfant naturellement derrière ? Je me pose vraiment la question.
Camille, je vais vous rassurer, le fait de donner vos ovocytes ne va pas réduire vos chances d'avoir une grossesse naturellement après. La raison, c'est qu'à la naissance, on a un stock d'ovocytes. Après la puberté, chaque mois, une petite partie de ce stock est utilisée jusqu'à la ménopause. Ce qui se passe chaque mois, c'est que c'est une dizaine d'ovocytes qui sont naturellement stimulés, mais il n'y en a qu'un qui arrive à l'ovulation. Et en don d'ovocytes, on donne des traitements de stimulation qui permettent que ce soit vraiment la dizaine d'ovocytes qui arrive à l'ovulation. Donc on ne va pas puiser dans le stock. J'ai entendu dire qu'une receveuse pouvait attendre 2 ans ou même plus avant de recevoir un don. Est-ce que c'est vrai ? Mélanie, vous avez raison. Malheureusement, en ce moment en France, le délai quand on a besoin d'ovocytes, il est encore trop long. Il est de 1 à 2 ans, parfois plus, parce qu'il y a des milliers de femmes en France qui ont besoin d'ovocytes d'une donneuse. Je vous encourage vraiment à réfléchir au don. Pour donner, il faut avoir moins de 38 ans et être en bonne santé. Faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est donner à des personnes l'espoir d'être un jour parents. Aujourd'hui plus que jamais, elles comptent sur vous. Et c'est un geste solidaire et gratuit. Rendez-vous sur dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Et demain, vous saurez tout sur le don de spermatozoïdes. Et c'est Margot que vous retrouverez en direct dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.